Mon nom est toujours Dany Baillargeon, professeur au département de communication et chercheur associé au Centre de recherche sur le vieillissement, entre autres avec l'équipe du laboratoire d'innovation par et pour les aînés. Et c'est dans la foulée des travaux qui se fait ici au Centre de recherche sur le vieillissement, entre autres sur les Living Labs, les approches participatives, qu'on a décidé d'organiser à la fois une conférence et qui sera suivie par d'un atelier de travail sur les apports et limites du co-design en santé. On a la chance d'avoir avec nous Marie-Julie Catoire-Brisson de l'Université de Nîmes. Je vais la laisser se présenter, mais Marie-Julie travaille avec son labo, entre autres, à développer des applications entourant les enjeux du sommeil. Et dans une perspective justement de co-design, en mobilisant entre autres la vidéo, les photos, les images, donc une approche du design appliquée au co-design. Et la professeure Sylvie Grosjean de l'Université d'Ottawa qui participe avec de nombreux groupes de recherche, tant au niveau national qu'international, sur les défis de santé, entre autres en développant des partenariats pour trouver des solutions à des applications. Encore là, elle va vous présenter des applications et développer des technologies pour venir en aide aux gens atteints de Parkinson. Je vous rappelle que, en fait, tel qu'il avait été annoncé, il va y avoir deux présentations. Donc, Marie-Julie va commencer en nous parlant de la co-concevoir un agenda de sommeil intégré dans un réseau de soins avec les patients et les soignants. Donc, sa démarche pour arriver à développer cet agenda de sommeil. Et ensuite, Sylvie poursuivra avec les apports limites du design en santé, plus particulièrement pour des soins intégrés pour des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Ceux qui voudront, on va avoir une courte période de discussion après les présentations, donc une vingtaine de minutes, après quoi on va changer de salle. Ceux qui voudront nous suivre, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour participer à cet atelier où on va aller plus en profondeur dans ces limites-là, dans ces défis-là du co-design. Donc on espère comme ça non seulement avoir l'occasion d'échanger, mais d'aller plus en profondeur et de discuter avec vous et d'échanger, d'avoir vos lumières, vos rétroactions sur ces défis, et ces apports et les limites du co-design. Donc sans plus tarder, je vais inviter Marie-Julie Catoire-Brisson à venir s'installer. Comme je le mentionnais, les présentations vont être disponibles après coup sur le site du LIPA. Voilà, et là, je vais te laisser le micro en espérant que les gens à distance nous entendent. Je te laisse. Le technicien travaillait là-dessus. Il travaille là-dessus, super. Bon, alors, n'hésitez pas. Donc, on va faire les deux présentations et après, on va y aller avec la période de questions. Donc, notez vos questions de sorte à ce qu'on ne perde rien et qu'on puisse échanger là-dessus. Merci. Tu peux utiliser la télécommande. Merci. Je voudrais d'abord remercier Dany Baillargeon pour cette invitation qui me donne l'occasion de découvrir l'Université de Sherbrooke, ce que vous faites aussi avec le LIPA. Et puis, je suis ravie de partager cette conférence avec Sylvie Grosjean et d'enchaîner ensuite avec l'atelier pour prolonger nos échanges. Certain que tout le monde voit la bonne chose. Continue, je te laisse. Alors peut-être ce que je voudrais préciser tout d'abord, c'est le contexte d'émergence de la recherche projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout simplement pour préciser que finalement il n'y a pas vraiment de commanditaire, dans le sens ou alors le commanditaire c'est nous, c'est une recherche originale, on appelle ça aussi recherche émergente, et c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de préciser peut-être d'où je parle au début et comment j'en suis arrivée à cette recherche projet sur le sommeil donc, et la santé. Merci. Il n'y a pas des feuilles là parce que ça fait bouger la présentation. C'est ça. Simplement vous préciser que avant de travailler donc, sur la santé mobile, je travaillais sur les écrans, notamment avec des collègues de l'Université de Bordeaux et des collègues de l'UNICAM et de l'UDEM. Ça a donné lieu à ces deux numéros doubles de la revue Interface numérique. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment les usages des écrans mobiles.
Et en particulier ce téléphone portable ou ce téléphone dit intelligent que Matteo Traiani surnomme l'écran intime et dont les deux caractéristiques sont la mobilité et l'expérience. Puis ce qui a vraiment amené mes travaux à évoluer d'une approche on va dire technocritique à une approche inscrite dans l'innovation sociale par le design, c'est cette figure si particulière de Chris, c'est une figure en tout cas dans l'évolution de mes travaux, que vous connaissez peut-être, Chris Nancy, qui est donc un citoyen nord-américain qui se définit comme l'homme le plus connecté au monde et qui fait un usage donc très particulier des objets connectés. Donc c'est tout son cheminement qui m'avait interpellée, puisqu'il représente un idéal de l'informatique ubiquitaire, voire même du transhumanisme. Là, j'ai fait une petite sélection de tout ce qui compose son identité numérique sur les réseaux sociaux numériques et les médias numériques, et qui m'avait permis de travailler sur cette hybridation entre humain, matière, informatique. Et surtout, ce qui me questionnait, c'était cette transformation du rapport au corps qui devient chiffré, chiffrable. On a un individu qui se transforme en ce que Louise Merzot appelle l'individu data. Et la question que je m'étais posée finalement à l'issue de ces travaux, c'est de se demander si cette innovation technologique est une innovation sociale. Et est-ce que chacun d'entre nous a envie de voir son corps transformé en un objet connecté spectaculaire, voire en une API. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la suite de mes travaux, puisqu'ensuite, donc je suis maintenant dans un laboratoire de recherche en innovation sociale par le design, donc à la croisée entre design et communication. Et c'est la suite de ces travaux, notamment avec cette figure qui est Chris Nancy, qui m'a donné envie aussi de participer au champ de réflexion, mais aussi de conception de la santé mobile, puisque finalement, les trajectoires, comme on pourrait le dire, comme définies telles qu'Alain Gras les définit, sont encore en cours, et on peut en imaginer d'autres que celles qui sont hégémoniques, et notamment représentées par le GAFA. Donc ce qui m'a donné envie de développer aussi de nouveaux imaginaires de la santé mobile, centrés sur des valeurs éthiques, humaines, environnementales, sociales, et puis plus récemment orienter mes travaux, puisqu'on est quand même sur des technologies mobiles de santé, vers de la conception, de la co-conception low-tech. Ensuite, pour présenter rapidement, on pourra y revenir peut-être sur un moment des questions, mais comme j'aimerais montrer des exemples des activités qu'on fait, je vais aller assez vite là-dessus, simplement contextualiser d'où je parle du co-design. J'y suis venue par la recherche participative et plutôt par la recherche-action. Et maintenant, le type de recherche dans lequel s'inscrivent mes travaux s'appelle la recherche-projet, qu'on pourrait définir comme une forme réactualisée de la recherche-action qui suit les principes de la théorie enracinée et en même temps qui est aussi une forme de recherche participative et qui vise à améliorer l'expérience des participants à un projet en les considérant comme des experts de leurs propres expériences et en les impliquant dans la recherche de solutions qui sont censées être les plus adaptées à leurs besoins et j'aime bien dire aussi à leurs aspirations, puisque nous ne sommes pas que des êtres de besoins. Alors la particularité, c'est que le mode d'action est le projet, c'est pour ça que c'est différent de la recherche-action, et que le projet en design, c'est central. Ce qui va donner du coup finalement une approche qui va à la fois articuler une question de design, qui est la question du projet, et une question de recherche, qui est en fait la manière dont le design, au-delà de l'expérience singulière d'une problématique d'usage à résoudre, s'intéresse plus globalement aux questions fondamentales relatives à l'expérience humaine dans le monde. Donc là, on est plus lié aux sciences humaines et sociales et on sort simplement du projet. Donc c'est dans ce contexte que je suis venue au co-design, en passant par la recherche-action puis la recherche-projet. Ensuite, l'innovation sociale par le design, je renvoie aux travaux de Manzini, ou encore le design social, je renvoie aux travaux de Nienke Tromp, dans la mesure où on peut concevoir des produits, des services, dans l'intention de créer certains usages orientés vers le bien commun. L'innovation sociale et numérique aussi, qui est un courant qui se développe en Europe,
Pareil, l'idée c'est de mettre le numérique au service du bien commun. Et puis, ce que j'ai proposé d'appeler une éthique créative des technologies qui est encore en train d'être développée. Donc c'est vraiment des hypothèses, en essayant de distinguer 3 niveaux. Finalement, c'est une manière de développer 3 niveaux de l'éthique dans la conception numérique. Donc à la fois au niveau individuel, au niveau organisationnel et au niveau environnemental. Pareil, on pourra y revenir un peu plus tard. L'idée, là encore, est de développer une alternative à une vision plus hégémonique de la communication et de l'informatique appliquée à la santé. Alors ensuite, pourquoi le sommeil ? Pourquoi le sommeil et pourquoi les objets connectés et le sommeil ? Tout d'abord, la somnologie, c'est vraiment une nouvelle discipline qui existe depuis 50 ans, face à 2000 ans d'existence de la médecine, qui d'emblée a une approche interdisciplinaire, puisque les somnologues peuvent être, on va le voir dans le projet qui est le nôtre, neurologues, généralistes, diabétologues, et que ça constitue vraiment une nouvelle discipline interdisciplinaire. Et puis, ce qui est intéressant dans la problématique des objets connectés et du sommeil, c'est le fait que finalement on va traverser des questionnements qui touchent à la fois à la santé, mais aussi au monde du bien-être. Et ça rend d'ailleurs poreuse la frontière entre santé et bien-être, on ne sait plus vraiment où se situer. Et d'ailleurs, au niveau de l'aspect législatif, on a encore peu de flou sur cette partie-là. Ensuite, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la e-santé, beaucoup moins sur la santé mobile. Et puis, on voit se développer de manière fulgurante du côté des citoyens l'équipement en objets connectés, notamment qui ont des fonctions liées au sommeil, par exemple l'équipement massif de bracelets comme le Fitbit. Et là, on n'est plus dans le sphère du médical, ce sont plus des patients, mais bien des citoyens qui s'auto-équipent. Et on pourrait parler d'anthropotechnie, tel que définit Jérôme Goffet. En même temps, de nouveaux dispositifs numériques sont utilisés par les professionnels de santé. Bref, d'un côté comme de l'autre, ça laisse apparaître la problématique de la littératie numérique en santé. Et le dernier élément, c'est plus local. Aucun réseau de patients ni de professionnels n'existe en Occitanie sur le sommeil. Le seul est à Paris, donc c'est France Insomnie pour l'association de patients et le réseau Morphée pour les professionnels, alors qu'on touche à une problématique de santé publique puisqu'elle concerne 20% de la population française. Je ne connais pas le chiffre ici au Québec. Voilà, donc avec des conséquences à la fois sur la qualité de vie, le travail, etc., etc. De sorte que dans ce projet, on va travailler à partir d'une double problématique, donc la question de design, qui est la commande que nous nous sommes adressés à nous, le but étant d'essayer d'améliorer la prévention, la prise en charge et le suivi de l'insomnie chronique par l'intégration de dispositifs numériques pour les patients et soignants, et une question de recherche plus globale, qui est en fait une renégociation, on va dire, de la commande de design, qui ouvre sur une réflexion plus globale sur à la fois le parcours de soins des patients, la communication entre patients et professionnels, et puis le rôle de chaque partie prenante, par la faute dans la santé mobile. Alors donc pour ce projet, à la base, nous sommes 3, donc 2 médecins somnologues, une neurologue, Béatrice Abril, le docteur Abril, et le docteur Buisson, qui est médecin généraliste, et moi-même, donc de l'Université de Nîmes et du laboratoire Project. Puis petit à petit, nous avons été soutenus donc d'abord par le centre hospitalier universitaire de la ville de Nîmes, puis par l'agglomération pour développer ce projet qui existe maintenant depuis 3 ans. Et donc là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long et ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer le cycle d'itération qu'on a développé sur 3 ans, puisque à chaque fois, on a fait des observations, des entretiens et des ateliers avec les multiples parties prenantes de notre projet, jusqu'à essayer de faire participer dans nos ateliers des administrations de santé, puisqu'à terme, le protocole qu'on propose serait remboursé par la sécurité sociale. Et puis, chaque année, des designers nous ont rejoints sur le projet pour développer certaines parties du projet. D'abord,
on va dire plutôt la vision idéale du projet, et puis petit à petit pour aller plus précisément dans les outils d'information, de communication, d'éducation thérapeutique et de prévention qui forment finalement un écosystème de solutions. Je voulais montrer aussi ce schéma que vous connaissez peut-être, c'est une adaptation du modèle double diamant proposé par le Design Council, et essayer de l'appliquer au projet, puisque au début justement c'est vraiment cette logique d'ouverture, de divergence qui nous a amené à renégocier la commande et à se rendre compte que au-delà de travailler simplement sur les dispositifs numériques, ce qu'il fallait, c'est bien repenser ou penser un parcours de soins qui n'a pas été pensé et proposer un protocole, puisqu'il n'en existe pas. On est sur un sujet qui concerne les liens entre ville et hôpital. Et donc ce qu'on a observé, c'est un patient qui a un parcours complètement éclaté et qui a du mal à trouver des informations. Et puis petit à petit, on s'est focalisé, donc après avoir défini cette vision idéale du projet en termes de gouvernance et d'outils, on s'est focalisé sur une partie du projet. Et l'idée, c'est d'abord de travailler sur l'application patient et de l'associer à la plateforme et à un réseau d'outils pour les soignants, puisque la finalité de ce projet, c'est de désengorger en fait l'unité du sommeil du CHU des consultations en insomnie pour qu'elles puissent être prises en charge par les médecins généralistes en ville, mais pour cela, à partir d'un protocole de suivi qui soit clair, des outils d'éducation thérapeutique et de prévention qui les accompagnent, et puis une plateforme qui permet de faire le lien entre la ville et l'hôpital. Voilà, je voulais parler de la place de la problématique du vieillissement dans l'insomnie chronique, la place des aînés, mais on n'a pas le temps, donc peut-être au moment des questions. Pour passer directement aux résultats. Donc qu'est-ce que ça a donné? C'est un parcours de soins repensé pour les patients, un protocole de suivi qui a été créé pour les médecins généralistes, un service numérique, concrètement c'est une plateforme et qui comprend un objet connecté associé à une application. Le tout étant conçu en responsive design, c'est-à-dire que le but c'est que ça puisse fonctionner sur les écrans mobiles du téléphone, des tablettes, comme sur les écrans fixes des professionnels en consultation. Et puis bien sûr, des outils d'éducation thérapeutique qui sont sur plusieurs supports, papier, en plus du numérique notamment, pour les rendre disponibles dans les cabinets. Finalement, ça m'amène à vous parler des promesses du co-design dans ce projet, qui sont la co-conception, qui permet donc d'encapaciter les usagers, puisque c'est parier sur leur capacité d'agir et de concevoir. La deuxième promesse, c'est des solutions adoptées parce qu'elles sont plus adaptées. C'est l'idée justement qu'on met les technologies au service de l'humain, elles ont du sens pour les usagers, donc ils les utilisent plus facilement. Ou encore, la troisième promesse, c'est cette vision systémique qui permet, par exemple dans le projet, d'articuler d'emblée médiation humaine et médiation numérique, et bien expliquer, y compris aux personnes qui sont intéressées pour financer le projet, que justement l'originalité et la différence par rapport à ce qui existe déjà, c'est de d'emblée associer une solution numérique à une médiation humaine plus globale. Mais ça comporte aussi plusieurs défis, puisque pour coordonner toutes ces parties prenantes, il faut animer la controverse dans la bienveillance, au-delà finalement de la vision naïve du fait de mettre des gens autour de la table et puis finalement tout fonctionne bien. Et puis faire dialoguer aussi des parties prenantes avec des enjeux, des contraintes, des univers professionnels, des langages très diversifiés. Et, dernier élément, trouver des leviers pour maintenir l'engagement sur le long terme, puisque vous voyez qu'on en est déjà à la 3e année du projet et que le projet est relancé maintenant par le début d'une thèse. Donc ensuite, je voulais revenir peut-être sur certains moments, et c'est comme ça que j'aimerais terminer ma présentation, de tension, pour montrer à la fois les apports du co-design, mais aussi les limites. Alors en essayant de... Ce tableau, en fait, je l'avais fait pour essayer de montrer comment, à différents moments du projet, que ce soit en phase d'observation, de co-conception, ou plutôt en phase de valorisation, on produit des supports de médiation qui permettent justement de régler les tensions qui se révèlent ou se mettent à jour tout au long du projet. Donc plutôt que de donner des exemples, je voudrais plutôt parler de moments précis qui concernent
Alors d'abord plutôt sur les apports, un qui serait plutôt sur l'apport à la méthodologie et un autre plus précisément sur les résultats du projet. Qu'est-ce que ça change au prototype finalement qu'on a utilisé cette méthode? Alors le premier élément, c'est l'apport au niveau de la méthodologie pour essayer de montrer comment ça permet de créer de l'engagement auprès des participants. Et la manière dont ils vont être amenés à diffuser ensuite dans leur propre réseau le projet et aussi à recruter des professionnels ou des patients qui vont venir se greffer au projet. Donc là, finalement, c'est le fait de dire que coproduire engage les participants à des situations construites lors de l'animation d'ateliers et que ça amène à revisiter leur rôle, mais aussi leur posture en contact avec les autres. Et bien sûr, il y a des activités qu'on va proposer, que ce soit dans l'espace ou dans leurs critères aussi temporels, qui permettent justement de neutraliser les hiérarchies sociales ou de tenter de le faire du moins. Et on va retrouver cette dimension subversive du jeu de rôle, un peu celle qu'on va retrouver dans les travaux de Bakhtin sur le carnaval, jouer un autre rôle pour essayer de comprendre par empathie les enjeux des autres. Utiliser des dynamiques ludiques, utiliser l'émotion aussi, et des dispositifs communicationnels collectifs pour participer à ces modifications. Et c'est pour ça que d'ailleurs, plutôt que de parler de technique de brise-glace, je préfère parler de technique d'allumage, parce que le but c'est que ça prenne en fait. Donc là, l'exemple, c'était une activité qu'on avait fait au tout début du projet, où il y avait donc des patients et des médecins, pour essayer de voir quel était leur engagement dans cette pathologie, sur une jauge qu'on avait mise au sol. Et puis là, c'était une activité qui s'appelait « À vos clichés », où d'emblée, on demandait à chacun de mettre des clichés sur les patients insomniaques, les médecins généralistes, les administratifs de santé, et ça nous permettait comme ça au moins de les aborder dès le départ et de faire tomber les barrières. Dans cet atelier, on avait du coup ensuite, suite à ces activités, fait des activités en groupe, donc où il y avait à chaque fois dans chaque équipe de 3 des patients, des professionnels de santé et d'administratifs, et on a produit 60 fiches outils qui ont servi de base ensuite pour définir les outils qu'on allait utiliser dans ce réseau de santé. Donc les patients pouvaient, s'ils le souhaitaient, dessiner aussi ce à quoi pouvait donner l'outil. Donc ça a permis de faire une coproduction plus fluide et en même temps, pour la suite des ateliers, très bien, de recruter d'autres patients et d'autres soignants qui sont venus se greffer au projet. Maintenant, l'apport au niveau du prototype, alors ça c'était le schéma global qu'on avait fait, mais je vais passer. Donc petit à petit, on a construit un prototype visuel de l'application et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un atelier dans lequel justement on a amené les patients et les soignants à se positionner sur l'avantage de l'agenda papier et puis ses points négatifs. Je vais vous montrer, voilà, on part de là, donc il y a tout à faire. C'est cet outil qui est légitimé par la communauté scientifique, mais qui est très mal compris par les patients, et qu'ils utilisent très différemment. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir que dans cette colonne, autres, ils mettaient beaucoup de choses qui parlaient de leur vécu subjectif, mais qui n'étaient pas considérées dans cette grille qui ne propose d'évaluer qu'avec des chiffres, etc., etc. Donc petit à petit, on a donc fait une maquette papier, puis filmé, puis un prototype qui a été testé en atelier. Et l'idée, c'était justement d'essayer de voir comment le langage visuel peut faciliter l'appropriation des données, leur compréhension, mais aussi, en fait, c'est pas seulement une transposition d'un support à l'autre, puisqu'on a proposé de nouvelles fonctions, comme par exemple, ce qu'on a vu qui débordait dans les cases de droite, sont devenus des événements marquants qui comptent aussi, et qui permettent justement aux patients d'exprimer leur vécu subjectif sur leur propre maladie. Et c'est ensuite débriefé dans les consultations. Ce que je voulais aussi dire en termes de tension, c'est par exemple ici, on a fait un atelier dans lequel on a demandé aux patients de participer au choix graphique et les résultats ont été assez surprenants, quoique dans le sens où forcément ils ont choisi des graphismes tous différents pour représenter le sommeil. Par exemple, une patiente qui choisit des motifs en barreaux parce que pour elle, dormir c'est comme une prison.
Et là, la tension, elle est plutôt ensuite, après cet atelier-là, qu'est-ce qu'on en fait, puisque on est partagé entre un certain universalisme pour cette appli et en même temps des choix hyper personnalisés. De la même manière, ils ont voulu retrouver des habitudes qu'ils avaient sur le format papier. Donc tout le monde critique ce format, mais en même temps on veut retrouver des habitudes de lecture. Ici, quand vous remplissez votre timeline au fur et à mesure, vous voyez votre nuit apparaître. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont demandé la première version, par exemple, les patients comme les médecins voulaient retrouver ça. Donc c'est intéressant de voir cette crise intermédiaire d'un média à l'autre finalement. On veut un nouveau support et en même temps on a des habitudes de lecture avec ce support. Voilà. Pour terminer sur les apports et les limites, alors ils sont doubles en termes au niveau des acteurs. C'est bien sûr de les impliquer, de les amener aussi à s'exprimer et avoir une réflexivité sur leur pratique. Et au niveau de la recherche, on peut dire qu'il y a une véritable contribution pour collecter, analyser et traiter les données. Et puis au niveau des limites, bon, elles sont inhérentes aux méthodes participatives. Et puis je dirais qu'en particulier dans la recherche projet, c'est ce décalage entre le temps de la recherche et le temps du projet qui crée parfois aussi un trouble dans le statut énonciatif quand on est chercheur, gestionnaire de projet, etc. Et puis bien sûr les enjeux plus politiques et éthiques, puisque ce sont des méthodes aussi qui sont à la mode et qu'il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas instrumentalisées. Je terminerai par cette citation de Bernard Darras qui nous dit « Le co-design ne se décrète pas, il se souhaite, il se négocie, se prépare et s'organise. » Et justement, pour que cette association de compétences et d'expertise fonctionne, on peut utiliser la métaphore de l'accord de guitare. Finalement, quand elle est en tension, mais mélodieuse quand elle est harmonieuse, et finalement, ça peut nous rappeler le modèle de la communication orchestrale de Palo Alto, telle qu'elle avait été qualifiée ainsi par Yves Wanka. Voilà, ce qui amène comme compétence aussi de la part du chercheur d'être capable de s'ajuster, de s'adapter en modifiant la méthode et en l'adaptant au terrain. Merci. Alors, je vous laisse entre les bonnes mains de ma collègue Sylvie. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui d'avoir un petit peu une réflexion, l'invitation de Dany m'a permis aussi d'avoir une réflexion à la fois sur les apports du co-design mais sur ses limites. J'ai toujours tendance à dire qu'il y a un effet de mode avec design thinking, co-design, design participatif, puis sûrement vous avez entendu d'autres déclinaisons conceptuelles pour en parler, puis il y a une tendance aussi à un effet de mode. Et c'est un petit peu aussi ça que je critique, même si cette méthodologie-là, je l'applique. J'aime bien aussi avoir une réflexion critique sur ses limites, parce que ce n'est pas une méthode miracle. Il y a des conditions de son application, puis en même temps, derrière aussi, vous allez le voir, il y a un ancrage théorique. Et puis, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis, c'est un petit peu ce cheminement-là que j'aimerais qu'on fasse ensemble aujourd'hui. Puis, en même temps, je vais illustrer ce cheminement intellectuel que j'ai eu avec un projet que je mène en ce moment, puis qui m'amène aussi ce projet-là, eh bien, à me poser beaucoup de questions, parce qu'évidemment, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Je dis des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et pas des patients, parce que vous allez le voir, c'est une maladie qui implique pas uniquement les patients, mais aussi toute la famille ou les gens qui vivent avec la personne qui est atteinte de la maladie. Alors, je vais reprendre avec vous au programme un peu mon cheminement intellectuel, parce que je pense que c'est important de comprendre d'où je viens pour voir où je m'en vais aujourd'hui. Et puis, je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu mes ancrages dans le co-design, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de filiations, mais j'ai deux ancrages importants. Le premier ancrage qui est l'approche scandinave, puis je préciserai pourquoi je me suis ancrée dans cette approche-là pour développer cette méthode-là, qu'est-ce qui est venu, je dirais, m'interpeller dans cette approche-là. Et une autre approche aussi qui se développe avec nos collègues anglais, Robert Donetto, qui est l'Experience-Based Co-Design, et qui, elle, est vraiment une approche qui s'est mise en œuvre vraiment dans le secteur de la santé en Angleterre.
Et puis je prendrai un exemple pour illustrer un petit peu mes propos, pour voir un peu comment on applique ça sur une approche de co-design avec des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, et ce qui permettra justement de commencer à discuter avec vous des enjeux et peut-être des limites ou des réflexions critiques qu'on doit avoir aussi et qu'on doit se poser dès lors qu'on veut mettre en application cette approche-là. Parce que ça se peut aussi qu'à certains moments, on se dise on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas les conditions pour le faire. Puis à la rigueur, vaut mieux dire on ne peut pas le faire que vouloir le faire à moitié. Parce qu'on verra que ça exige quand même un certain type d'engagement. Alors au niveau de la filiation, je remonte aux années 2000, c'est intéressant parce que je me suis dit, tout qu'on le fait, la question de la conception, la question du design, au moment de ma thèse de doctorat, j'y ai pensé déjà. Et puis je me suis dit, c'est rigolo que ça revienne maintenant d'une certaine manière, mais on verra par où je suis passée. C'est vrai qu'au début, je me suis intéressée avec l'ingénierie. C'était en fait une équipe d'ingénieurs qui devait concevoir une défonceuse à bois. Alors vous voyez, j'étais bien loin du secteur de la santé à ce moment-là. Mais ce qui m'intéressait, c'était il y avait une approche de conception collaborative de systèmes d'aide. Donc il y avait déjà cette idée de mettre en collaboration des gens ayant des expertises différentes. Et à l'époque, on parlait de cognition distribuée située, de conception distribuée située. Il y avait comme ça tout un éventail terminologique à cette époque-là. Et l'idée centrale, c'était quoi? C'était de se dire, quand on fait de la conception, il y avait un schéma à l'époque en ingénierie qui était très linéaire. Vous aviez un cahier des charges, après ça il y avait un ingénieur qui commençait à faire des esquisses, et puis vous aviez après un autre type d'ingénieur qui prototypait, vous aviez un autre type d'ingénieur qui était la phase de fabrication, puis tout à la fin, on faisait tester l'objet par des utilisateurs. Puis si ça ne fonctionnait pas, pouf, on revenait au début de la boucle, puis on recommençait. Donc vous imaginez que le processus de conception linéaire, il y avait ses limites aussi, puis c'était coûteux. Donc l'idée à cette époque-là, c'était de dire, pourquoi on ne mettrait pas tout ce monde-là autour du produit? Ils discutent ensemble, puis au moins, les problèmes, ils vont émerger au moment de la discussion. Donc on était déjà dans l'idée de faire collaborer des acteurs avec des expertises différentes, pour essayer de faire émerger des tensions à ce moment-là, plutôt que de les récupérer à la fin, essayons de les faire apparaître au début. Alors c'est un petit peu ça que je regardais à cette époque-là, puis je regardais un peu comment les décisions se prenaient, etc., comment des tensions émergeaient, puis comment le fait de faire dialoguer des gens avec des expertises différentes, ça pouvait bonifier un produit d'une certaine manière. Après ça, je me suis tournée vers l'implantation des technologies dans les organisations parce qu'évidemment, mon domaine d'expertise, c'est la communication des organisations et donc toute l'implantation des technologies et les organisations de santé ont été des organisations déjà très intéressantes pour nous parce que, évidemment, le déploiement technologique dans ces organisations-là, c'est quasiment constant. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des logiques d'implantation des technologies, souvent qui partaient du haut, puis on implantait une technologie. Alors, nous, on s'est rendu compte avec des collègues, évidemment, qu'est-ce que c'était souvent? En plus, c'était des systèmes technologiques qui ne se parlent pas entre eux. Alors, il y a la métaphore du millefeuille qu'on utilise. Vous savez, le millefeuille, c'est une couche de pâte, une couche de crème, une couche de pâte, une couche de crème, et vous imaginez qu'à chaque couche de pâte et de crème, vous avez un système technologique qui se superpose et qui ne se parle pas entre eux. Donc, ce qui génère évidemment dans les organisations tout un tas de tensions. Et là, on va dire aux gens, vous résistez au changement technologique. Mais non, ils ne résistent pas. Les gens, c'est qu'ils ont des pratiques quotidiennes, on leur impose des systèmes qui viennent en tension avec leurs pratiques. Alors, c'est un petit peu ça qu'on étudiait, ces logiques d'implantation, puis ça nous a permis d'aller regarder toutes ces tensions qui émergeaient là, puis ça nous a dit, mais pourquoi on part du haut pour implanter une technologie? Pourquoi on ne va pas regarder les pratiques et essayer de voir comment on peut outiller technologiquement ces pratiques-là, donc essayer de partir un peu des besoins des acteurs. Et c'est là où on en est arrivé à se dire, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut aider quand on fait du développement technologique à partir des pratiques, à les analyser pour essayer de construire des technologies qui s'intègrent dans ces pratiques-là et qui ne viennent pas en tension aux pratiques. D'où, évidemment, cette dernière époque où on est plutôt sur
le développement d'une approche de co-design en santé, donc où là on s'est intéressé évidemment au développement de technologies, non plus maintenant uniquement à l'intérieur des organisations de soins, mais pour communiquer avec les patients maintenant, parce que tout ce qui est la télémédecine, la télésanté, etc., on voit qu'il y a une ébullition sur le plan de la technologie. Et évidemment, on ne sait plus uniquement communiquer à l'intérieur d'un hôpital ou à l'intérieur d'une organisation de soins avec les professionnels, mais c'est aussi développer des technologies pour communiquer, engager les patients. Donc on est à un autre niveau là, d'où pour nous dire, plutôt que d'imposer des technologies à des patients puis qu'ils ne les utiliseront pas parce qu'ils ne répondent pas à leurs besoins, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça va servir, parce que ça a été conçu par peut-être un médecin ou un ingénieur quelconque, etc., mais pourquoi pas, à ce moment-là, développer une approche qui permettra de comprendre de quoi ils ont besoin, est-ce qu'on peut leur offrir une technologie qui supporterait ces besoins, les enjeux auxquels ils sont confrontés. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cheminement intellectuel. Alors après ça, je me suis tournée vers ce qu'on appelle le design participatif et qui prend son origine en Scandinavie dans les années 70-80. Il y a eu un grand mouvement à ce moment-là d'implantation de technologies dans les usines. Et puis les travailleurs n'étaient pas consultés à l'époque, donc on leur changeait leur poste de travail et c'est vrai que les syndicats scandinaves se sont un petit peu levés en disant nous on veut être impliqués dans ce développement technologique-là et ça a forcé un peu l'apparition de cette approche scandinave. Alors c'est une approche qui a un engagement fort vers des valeurs démocratiques. Ça c'est important, ça veut dire que c'est cette idée d'impliquer à l'époque, c'était d'impliquer les citoyens, d'impliquer les travailleurs à repenser leurs conditions de vie ou leurs conditions de travail. Donc il y avait, je dirais, un esprit très ancré dans des valeurs démocratiques et l'idée aussi de les impliquer dans certaines prises de décision. Donc ça part de là, de cet état d'esprit-là qui est important. C'était aussi l'idée d'exprimer des valeurs dans le design, donc de pouvoir collectivement imaginer un futur dont on a envie. Ça pourrait être un futur dans le développement de l'usine, ça pourrait être un futur dans le développement de mon quartier ou dans mon aménagement urbain, c'était appliqué à différents secteurs d'activité. Et c'était l'idée de pouvoir penser le design comme une occasion de penser collectivement nos pratiques sociales ou nos pratiques de travail. Donc il y avait cette idée-là derrière, et puis l'idée aussi de pouvoir apprendre mutuellement des uns et des autres et de pouvoir d'enrichir d'une certaine manière notre connaissance. Il y avait aussi un élément important, c'est de considérer que le conflit, les tensions, était une ressource dans le design. Ça veut dire que c'est l'idée de, on ne veut pas aplanir les tensions, on veut les rendre visibles, on veut qu'elles s'expriment parce qu'on veut travailler à partir des tensions. Et c'est ça la partie, je dirais, une des parties importantes du design participatif, c'est cette idée qu'on veut faire émerger les tensions maintenant parce qu'on veut que les gens travaillent sur ces tensions-là. Alors c'est intéressant quand j'ai relu ça parce qu'en communication organisationnelle, on fait lire à nos étudiants une chercheure en management qui s'appelle Mary Parker Follett. Et Mary Parker Follett, elle parlait de conflit constructeur. Et c'est cette idée que dans le conflit, on peut créer quelque chose. Et souvent, nous, on a une image très négative des tensions, très négative des conflits, comme quelque chose qu'il faut aplanir, qu'il faut apaiser. Au contraire, là, c'est d'avoir une pensée qui est un peu disruptive, de se dire, les tensions sont créatrices de quelque chose. Il faut savoir les faire émerger, les rendre visibles et travailler avec. Ça, c'est un principe important. Donc, c'est des ressources dans la conception, ces tensions-là. Il faut les prendre comme des ressources, comme des choses sur lesquelles on va travailler. Et donc, ça, c'est intéressant parce que vous avez Sanders qui a fait une sorte de map des différentes formes de design qui apparaissent. Et le design participatif, il se situe là, dans l'idée que l'utilisateur ou les personnes qui vont participer au design sont vues comme des partenaires, des collaborateurs. Ce n'est pas un design centré sur l'utilisateur. Vous allez aussi entendre ce terme-là, design centré sur l'utilisateur. Oui, pour le design centré sur l'utilisateur est important, mais on va le consulter, on va lui demander ce qu'il pense.
Dans le design participatif, on ne consulte pas, on engage. On le fait participer. Donc il y a des niveaux d'engagement qui sont différents. C'est un petit peu cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, dans le co-design, ce qui est au cœur du co-design, c'est l'engagement des parties prenantes. D'où l'idée, tout à l'heure, je parlais de valeurs démocratiques, etc. C'est de considérer, non pas que les gens ont une voix, mais de considérer qu'ils ont quelque chose à dire. Ça, c'est un auteur du co-design qui dit, je trouve la nuance est importante. Ce n'est pas de leur donner une voix, c'est de leur permettre de dire quelque chose. Il y a une petite nuance comme ça, parce que là, quand en communication, on dit une chose, c'est que quand on dit quelque chose, on agit. C'est la question de la performativité du langage. Quand je dis quelque chose, j'agis. Le langage n'est pas juste une transmission d'informations, c'est quand je dis, j'agis. Je fais quelque chose parce que je fais une différence sur l'interlocuteur. C'est cette dimension-là, c'est pas juste de donner une voix, mais c'est de permettre aux personnes de dire quelque chose et de faire une différence dans le processus. C'est là toute la dimension performative de l'art. Alors, c'est évidemment le fait qu'on va entrer dans une nouvelle relation. Alors, nous, dans le secteur de la santé, on sait tous que maintenant, que ce soit en Ontario ou au Québec, on développe ce qu'on appelle l'approche centrée sur le patient. Alors, ça, c'est vraiment, dans beaucoup de textes documentaux, on voit ça. Et là, c'est l'idée de dire que quand on est une organisation de soins, on va avoir avec des patients, et on sait tous, par exemple, les maladies chroniques, on a une relation sur le long terme. Donc, cette relation sur le long terme fait que les patients ne sont pas juste des utilisateurs du système de santé, on ne doit pas juste les voir comme des utilisateurs, mais peut-être aussi comme des gens qu'on doit engager comme des coproducteurs de quelque chose. Ils vont aussi participer d'une certaine manière à définir ce système-là. Alors ça, c'est un élément différent en termes d'engagement. On voit que ce n'est pas juste les consulter, leur donner une voix, c'est leur permettre de dire quelque chose et de faire une différence. Alors les éléments clés du co-design, il y en a 3. Je m'excuse, mes slides sont en anglais parce que comme j'ai fait des présentations à l'hôpital d'Ottawa, j'ai fait des mélanges, mais on en a 3. La première, c'est l'idée de collaboration. Elle est importante. Je ne vais pas juste consulter les gens, je collabore avec eux. Donc on voit qu'il y a un niveau d'engagement, il y a une sorte de partenariat qui va se faire et les acteurs qu'on va inviter à participer au co-design vont être des partenaires dans le co-design. On voit bien que ça part d'une bonne intention, c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'il y a certaines conditions qui ne permettront pas qu'on fasse du co-design. D'autant plus s'il y a des gens qui ne veulent pas réellement être des partenaires, et jouer ce rôle de collaborateur. Ensuite de ça, il y a un élément important, c'est l'élément de l'apprentissage mutuel. Et ça, c'est intéressant, c'est cette idée que autour de la table, on va avoir des partenaires multiples, ça peut être des cliniciens, ça peut être des acteurs gouvernementaux, etc. Et que ces gens-là, ils ont tous une expertise. Si je suis un patient, et je regrette, mais je suis un expert de mon vécu avec ma maladie. C'est moi qui vis tous les jours avec, je sais qu'est-ce que je fais. J'ai ce qu'on appelle, nous, un savoir expérientiel. Et ce savoir-là, il est aussi important que l'expertise clinique que pourra avoir un médecin. Et il est à prendre en considération. Et c'est d'où cet apprentissage mutuel. Il faut que ces savoirs-là, ils se partagent parce qu'ils sont aussi importants les uns que les autres. Puis le dernier élément, c'est l'élément communication. Ça veut dire que dans une approche de co-design, on va ouvrir les espaces de communication. Alors on va les outiller, on va les instrumenter, on va la stimuler, cette communication-là. Mais elle est importante parce qu'on va essayer de maintenir le dialogue tout au long du processus de co-design. Donc ça, c'est 3 éléments extrêmement importants. Dans notre projet, qu'on appelle ICARPD, c'est un projet, en fait, il y a deux éléments.
dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, c'est une maladie, moi j'ai découvert ça, c'est une maladie assez complexe parce que les personnes sont diagnostiquées, peuvent avoir des symptômes multiples. Hein. Ça peut être des symptômes gastro-intestinaux, ça peut être évidemment on a des symptômes moteurs et non moteurs, ça peut être des troubles psychologiques, ça peut être des troubles cognitifs. Donc les symptômes sont très différents d'un patient à l'autre et l'évolution de la maladie va être très différente d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui vont vivre 15 ans avec la maladie avec une évolution lente et d'autres, la maladie va évoluer beaucoup plus rapidement. Vous avez des patients qui vont être diagnostiqués jeunes, d'autres qui vont être diagnostiqués plus âgés. Donc la trajectoire du patient à la maladie de Parkinson est multiple. La particularité aussi, c'est que c'est des personnes qui, à un moment donné, évidemment, vont rencontrer leur neurologue, mais vont peut-être besoin d'avoir accès à un physiothérapeute, un orthophoniste, un psychologue, un gastro-entérologue, différentes spécialités. Et on sait très bien que notre système de santé est très fragmenté et la coordination des soins, ce n'est pas son fort. Donc, des recherches avaient été menées par des médecins à l'hôpital d'Ottawa qui se sont rendus compte que les patients qui étaient pris en charge par la clinique de neurologie exprimaient beaucoup une insatisfaction en termes de coordination des soins. Ils étaient perdus dans le système de santé. Et on sait aussi que cette maladie-là a des répercussions au niveau de la famille. Et pour les aidants, ça peut être aussi assez lourd quand les symptômes évoluent. Et puis, en plus de ça, la plupart des patients avaient du mal à trouver les ressources nécessaires, par exemple tout simplement pour adapter la maison, s'il y avait besoin d'adapter la maison, pour trouver du support pour travailleur social, etc. Et donc du coup, ils ont essayé de penser à ce qu'ils appellent un modèle intégré de soins, avec quelqu'un qui va favoriser la coordination des soins dans ce modèle-là. Et à l'intérieur de ce modèle intégré de soins, il y a l'implantation d'un certain nombre de technologies aussi, pour peut-être permettre aux patients de se connecter sur une plateforme et puis de pouvoir avoir accès à des ressources, par exemple, qui pourraient être utiles pour eux, ou trouver un physiothérapeute proche de chez moi, ou trouver peut-être un système de transport adapté pour pouvoir briser l'isolement social, etc. Donc une sorte de plateforme qui leur permettrait d'avoir accès à des ressources, mais en même temps une plateforme aussi qui leur permettrait d'identifier leurs priorités de santé, de traquer certains symptômes, de rentrer en communication avec leur neurologue pendant leur rendez-vous pour pouvoir adapter les médicaments. Donc ça, nous, on a décidé d'aborder cette approche-là dans une approche de co-design, en se disant, on va essayer dans un premier temps d'aller voir qu'est-ce que vivent ces patients-là, c'est quoi leur expérience de vie avec la maladie, et c'est quoi les services auxquels ils ont eu accès et qu'ils ont trouvé vraiment facilement accès, c'est quoi les services qu'ils auraient aimé avoir accès, qui avaient des difficultés. Donc on est parti de leur expérience. Et pour ça, on a fait des entrevues narratives, tout simplement, où on leur a demandé de nous partager avec nous leur expérience de vie avec la maladie. Et on est en train actuellement de continuer cette étape-là dans d'autres pays européens, puisque c'est un consortium de 7 pays. Et l'approche de co-design est implantée dans les 7 pays. Parce que ce qu'on veut voir aussi, c'est que est-ce qu'un modèle intégré de soins, comme défini là par les gens au Canada, peut être implanté dans différents pays avec des cultures, des systèmes de santé différents, etc. Et en même temps, il y a une approche de co-design aussi pour la technologie, où ils sont impliqués dans le co-design de cette technologie-là. Alors, en gros, par exemple, pour le co-design de la technologie, nous, on en est à l'étape là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des premiers ateliers avec eux. Et on a un petit peu prototypé avec eux la technologie. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a fait un premier atelier où on leur a demandé un petit peu de décrire leur trajectoire de vie avec la maladie, les éléments importants. Puis à partir de là, on a essayé de penser à une technologie qui pourrait permettre de répondre à certaines demandes ou attentes en termes de ressources, d'accès à des ressources, des choses comme ça. Et on a fait le même workshop avec les médecins. Mais avec des personas. Et là, on a fait émerger des tensions. Alors, par exemple, les patients, eux, la technologie, pour eux, elle était extrêmement importante pour avoir accès à des ressources, pouvoir localiser les ressources, etc. Et les médecins, eux, voulaient absolument, parce qu'ils avaient une grille de mesure des symptômes moteurs et non moteurs, qu'il fallait traquer ces symptômes et à ce moment-là, pouvoir adapter la médication. Et les médecins n'ont pas arrêté de focaliser sur ça, faire en sorte que cette grille-là, validée, soit implantée là.
Et pour les patients, ça, c'était pas à la rigueur très utile, hormis pour les patients qui avaient beaucoup de symptômes. Mais ceux qui n'en avaient pas beaucoup, ils ne voyaient pas l'intérêt d'utiliser ça. Alors ça, c'était intéressant pour nous parce que c'est une première tension. Donc les médecins, eux, la grille, là, pour traquer les symptômes, c'était extrêmement important pour eux parce que ça leur permet d'adapter la médication des gens pour voir si des symptômes nouveaux apparaissent. Mais pour les patients, ceux qui n'avaient pas de symptômes, ils n'avaient pas le goût de traquer leurs symptômes. Ceux qui en avaient beaucoup, il y avait peut-être plus d'intérêt. Donc on voyait bien que l'outil de tracking offert par les médecins n'était pas forcément bon. Par contre, pour les patients, eux, ce qu'ils voulaient, c'était les ressources. Donc on voit que